Bonsoir. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et préparez-vous à voyager aux confins de notre perception de la réalité. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler des étoiles comme de simples boules de gaz, ni des galaxies comme de simples amas de matière. Nous allons plutôt nous poser une question qui a longtemps relevé de la pure science-fiction, mais qui est de plus en plus prise au sérieux par des scientifiques et des philosophes de renom. Et si tout ce que nous voyons, tout ce que nous ressentons, si l'intégralité de cet univers infini n'était pas réel? Et si, vous et moi, vivions à l'intérieur d'une simulation informatique incroyablement sophistiquée? Cette idée pourrait vous sembler troublante, mais abordons-la plutôt comme une énigme intellectuelle fascinante. Au cours de ce voyage méditatif, nous allons examiner calmement et méthodiquement tous les arguments qui suggèrent que notre monde pourrait bien être artificiel. Nous plongerons dans l'univers de la physique quantique, de la cosmologie et de la philosophie pour y déceler les indices et les traces laissés dans le tissu même de l'existence. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir de la réalité. Avant d'aborder les débats scientifiques contemporains, il est essentiel de reconnaître que cette idée de la non-réalité de notre monde est aussi ancienne que la philosophie elle-même. Dès le IVe siècle avant notre ère, le grand penseur grec Platon a proposé sa célèbre allégorie de la caverne. Il y décrivait des prisonniers enchaînés dans une grotte, ne voyant sur le mur que les ombres projetées par des objets passant derrière eux. Pour ces captifs, ces ombres constituaient la seule réalité. Ils ignoraient l'existence du monde véritable, le monde des idées, qui était la source même de ces projections. Cette métaphore visait à expliquer que notre expérience sensorielle n'est peut-être qu'un pâle reflet d'une réalité supérieure et authentique. Des siècles plus tard, au XVIIe siècle, le philosophe français René Descartes est allé encore plus loin. Dans ses méditations métaphysiques, il a introduit l'expérience de pensée du malicieux démon, un trompeur tout-puissant capable de créer dans notre esprit l'illusion totale d'un monde extérieur, y compris de notre propre corps. Descartes se demandait « Comment pouvons-nous être absolument certains que tout ce qui nous entoure n'est pas le fruit de cette supercherie monumentale ?» Pendant des siècles, ces concepts sont restés confinés au domaine de la pure philosophie. Mais tout a changé avec l'avènement de l'ère numérique. L'apparition des ordinateurs, puis la création de jeux vidéo et de réalités virtuelles de plus en plus sophistiquées, ont déplacé cette idée du champ de la métaphysique à celui du techniquement réalisable. Nous avons nous-mêmes appris à bâtir des mondes artificiels, et cela nous force à poser la question logique suivante. Si nous sommes capables de créer des simulations, n'est-il pas possible que nous soyons nous-mêmes à l'intérieur de l'une d'elles? Alors, commençons par le fondement même de l'hypothèse moderne de la simulation, ce travail qui, en 2003, a véritablement fait l'effet d'une bombe dans les cercles universitaires. Il s'agit de l'article du philosophe suédois de l'Université d'Oxford, Nick Bostrom, intitulé « L'argument de la simulation ». Bostrom n'affirmait pas que nous vivions définitivement dans la matrice. Au lieu de cela, il a proposé un argument logique élégant, connu sous le nom de trilemme. Selon lui, au moins une des trois propositions suivantes est presque certainement vraie. Première affirmation. Les civilisations comme la nôtre disparaissent presque toujours avant d'atteindre ce qu'on appelle le stade post-humain. C'est le stade où une civilisation possède une technologie suffisamment avancée pour créer des simulations de réalité indiscernables du monde réel. Il existerait peut-être des grands filtres que nulle civilisation ne peut franchir. Guerre nucléaire, pandémie, impact d'astéroïdes ou épuisement des ressources. Si tel est le cas, alors personne ne créera jamais de simulation. Deuxième affirmation. Il est extrêmement peu probable qu'une civilisation post-humaine souhaite lancer des simulations de ses ancêtres ou de mondes similaires aux siens. Peut-être auront-ils des intérêts radicalement différents, ou le lancement de ces simulations sera-t-il considéré comme contraire à l'éthique,
voire simplement ennuyeux. Si cela est vrai, même avec la technologie nécessaire, aucune simulation ne sera créée. Et enfin, troisième affirmation. Nous vivons avec une probabilité de presque 100% dans une simulation informatique. La logique de Bostrom est simple. Si les deux premières affirmations sont fausses, cela signifie que les civilisations atteignent régulièrement le stade post-humain et qu'elles créent activement une multitude de simulations. Mais si tel est le cas, le nombre de réalités simulées sera incommensurablement supérieur à la seule et unique réalité de base. Par conséquent, si l'on prend un observateur aléatoire, comme vous ou moi, la probabilité qu'il se trouve dans l'une de ces milliards de simulations sera incomparablement plus élevée que la probabilité qu'il se trouve dans l'unique réalité d'origine. Ainsi, Bostrom nous place face à un choix. Soit l'humanité était condamnée, soit nos descendants n'auront aucun intérêt à créer des mondes virtuels, soit nous sommes déjà dans l'un de ces mondes. Et ce choix nous pousse à une profonde introspection. Abordons plus en profondeur l'aspect probabiliste de l'argument de Nick Bostrom, car c'est là que réside toute sa puissance subversive. Imaginez un immense arbre de probabilité. À sa base se trouve la réalité de base, le premier monde, le vrai, l'original. Supposons qu'une civilisation dans ce monde atteigne un niveau technologique suffisant pour créer des simulations. Elle décide alors d'en lancer, disons, 1 millier, reproduisant son propre passé pour l'étudier. Dans chacune de ces 1000 simulations, une autre civilisation pourrait se développer. Celle-ci atteindrait à son tour la maturité technologique et lancerait 1000 simulations supplémentaires. Ce processus peut se répéter indéfiniment, créant une véritable cascade, une pile de réalités imbriquées. Comptons maintenant le nombre de consciences existantes. Dans la réalité de base, imaginons qu'il y ait 10 milliards d'individus. Au premier niveau de simulation, nous avons 1000 mondes contenant chacun 10 milliards d'ongshtia d'êtres simulés, ce qui nous donne déjà 10 000 milliards de consciences. Au deuxième niveau, le nombre de consciences simulées atteindra les 10 quadrillions, et ainsi de suite. On voit bien que le nombre d'observateurs simulés croît de façon géométrique, alors que le nombre d'observateurs réels, dans la réalité de base, demeure constant. Maintenant, si vous êtes une conscience choisie au hasard dans cette immense collection d'êtres existants, quelle est la probabilité que vous vous trouviez dans cette unique réalité de base, plutôt que dans l'un des quadrillions de simulations? Statistiquement, la probabilité est infime. C'est comme une loterie. Imaginez 1 milliard de boules noires et une seule boule blanche. Vous tirez au sort. Quelle est la probabilité qu'elle soit blanche? Elle est quasi nulle. Dans cette analogie, la boule blanche représente la réalité de base et les boules noires, les mondes simulés. C'est cet argument statistique, à la fois simple et percutant, qui pousse des personnalités comme l'entrepreneur Elon Musk à affirmer que la probabilité que nous vivions dans la réalité de base est de 1 sur des milliards. Il va même plus loin, disant que nous devrions espérer être dans une simulation. Car si ce n'est pas le cas, cela signifierait, selon le trilemme de Bostrom, que l'humanité ne parviendra probablement pas à atteindre le stade technologique nécessaire pour créer ses propres mondes simulés. Pour l'instant, laissons de côté la philosophie et les statistiques pour plonger dans le domaine le plus étrange et mystérieux de la physique moderne, la mécanique quantique. C'est précisément là que certains chercheurs trouvent les indices les plus troublants. Notre réalité n'est peut-être pas ce que nous croyons. L'un des phénomènes les plus célèbres et les plus contre-intuitifs est ce qu'on appelle l'effet observateur. Pour simplifier, voici son essence. Les particules élémentaires, comme les électrons ou les photons, se comportent différemment selon que nous les observons ou non. Lorsqu'une particule n'est pas regardée, elle agit comme une onde de probabilité, ce qui signifie qu'elle peut exister simultanément dans plusieurs états ou emplacements à la fois. C'est l'état de superposition.
Mais dès que nous tentons de mesurer sa position, sa fonction d'onde s'effondre, et la particule se matérialise instantanément en un point précis. L'exemple le plus fameux est l'expérience des fentes de Young. Si l'on fait passer un flux d'électrons à travers un écran percé de 2 fentes sans les observer, un motif d'interférence apparaît sur l'écran situé derrière, comme des vagues sur l'eau. Or, si l'on place un détecteur près des fentes pour savoir par laquelle chaque électron est passé, le motif d'interférence disparaît immédiatement. Les électrons se mettent alors à se comporter comme de simples particules, laissant 2 bandes distinctes. Il en résulte que la réalité elle-même, à un niveau fondamental, n'existe que dans un état indéterminé et probabiliste jusqu'à ce que nous posions notre regard sur elle. Pour les partisans de l'hypothèse de la simulation, cela représente une analogie frappante avec le fonctionnement des jeux vidéo et de la réalité virtuelle. Imaginez un jeu vidéo vaste et complexe. L'ordinateur ne calcule pas et ne rend pas tout l'univers du jeu en détail à chaque instant. Cela exigerait des ressources de calcul colossales. Au lieu de cela, il ne rend ou ne crée en détail que la partie du monde qui se trouve dans le champ de vision du joueur. Tout ce qui est derrière le personnage ou au-delà de l'horizon n'existe qu'en tant que données simplifiées ou probabilités. Mais dès que le joueur tourne la caméra, le système calcule et rend instantanément la nouvelle perspective. L'effet observateur en mécanique quantique ne serait-il pas quelque chose de similaire? Peut-être que le processeur de notre univers économise des ressources et que la réalité n'est rendue en détail que lorsque la conscience d'un observateur se dirige vers elle. Poursuivant notre plongée au cœur de la réalité physique, nous rencontrons une autre idée fascinante qui colle parfaitement à l'hypothèse de la simulation. C'est le concept de discrétisation ou, pour le dire plus simplement, de la pixelisation de notre univers. Intuitivement, nous percevons l'espace et le temps comme quelque chose de continu, de parfaitement fluide, une ligne que l'on pourrait diviser à l'infini. Nous pensons pouvoir zoomer mentalement sur n'importe quel segment de l'espace sans jamais atteindre de limite. Pourtant, la physique moderne, notamment la théorie des cordes et la gravité quantique à boucle, suggère que cette perception est fausse. Il existerait une unité de longueur minimale hypothétique, en deçà de laquelle rien ne pourrait exister dans notre univers. C'est ce qu'on appelle la longueur de Planck, environ 1,6 fois 10, puissance moins 35 mètres. C'est une distance inimaginablement petite. Pour s'en faire une idée, imaginez un atome. Agrandissez cet atome jusqu'à la taille de l'univers observable. Eh bien, à cette échelle, la longueur de Planck serait toujours à peine plus grande qu'un arbre. De même, il existe le temps de Planck, le plus petit quantum de temps concevable, le temps que met la lumière pour parcourir la distance de Planck. Si ces théories sont exactes, cela signifie que notre réalité, à son niveau le plus fondamental, n'est ni analogique ni continue. Elle est numérique et discrète. Elle est faite de minuscules pixels d'espace et de tics de temps, indivisibles. Pensez à ceci. Une image sur votre écran, aussi lisse qu'elle paraisse, est faite d'un nombre fini de pixels. Le son numérique est composé d'échantillons distincts. Toute simulation informatique, même la plus complexe, fonctionne fondamentalement avec des unités d'information discrètes, des bits. Si notre univers est fondamentalement discret, c'est un argument majeur en faveur de l'idée qu'il est lui-même le résultat d'un calcul. Simuler une réalité analogique et continue exigerait des ressources informatiques infinies. Mais simuler une réalité discrète, pixelisée, est tout à fait faisable, même si cela nécessite un superordinateur extrêmement puissant. En conclusion, cette résolution fondamentale de notre réalité n'est peut-être pas une simple propriété physique, mais plutôt une contrainte technique imposée par le hardware sur lequel notre simulation est exécutée. Maintenant, penchons-nous sur ce qui régit notre univers. Ce sont les lois de la physique,
la gravité, l'électromagnétisme, ainsi que les interactions nucléaires fortes et faibles. Ces lois sont décrites par des équations mathématiques d'une précision et d'une élégance remarquables. Et ce qu'elles ont de plus frappant, c'est leur universalité et leur immuabilité. La loi de la gravitation universelle s'applique de la même manière à la pomme tombant sur la tête de Newton qu'aux galaxies lointaines qui gravitent les unes autour des autres à des milliards d'années-lumière. De plus, la vitesse de la lumière dans le vide est une constante fondamentale, identique pour tout observateur en tout point de l'espace et du temps. Ces lois semblent immuables, tissées dans la trame même du cosmos. Elles sont actives depuis les premiers instants qui ont suivi le Big Bang et le resteront jusqu'à la fin. Pour les partisans de l'hypothèse de la simulation, cela semble extrêmement suspect. Pourquoi la réalité devrait-elle obéir à un ensemble de règles aussi strictes? Cela ne ressemble-t-il pas étrangement au fonctionnement d'un programme informatique? Tout logiciel complexe, qu'il s'agisse d'un système d'exploitation ou d'un jeu vidéo, repose sur un ensemble de règles et d'algorithmes de base, son code. C'est ce code qui définit comment les objets du monde virtuel vont interagir et quelles seront ses propres lois physiques. Les personnages d'un jeu ne peuvent pas traverser les murs, non pas parce que les murs sont réels, mais parce que le code intègre un algorithme de gestion des collisions. De même, la gravité d'un jeu ne fait pas tomber les objets parce qu'il existe un véritable champ de gravitation, mais parce que le programmeur a défini un vecteur de force s'appliquant à tous les objets. Dans cette analogie, les constantes physiques fondamentales, telles que la constante gravitationnelle, la vitesse de la lumière ou la constante de Planck, apparaissent comme des variables définies au tout début de l'exécution du programme. Quelqu'un, que nous appellerons le programmeur, a entré ces valeurs, appuyé sur le bouton « Exécuter » et notre univers a commencé son existence, évoluant en stricte conformité avec les règles qui lui étaient assignées. Cette idée permet de porter un nouveau regard sur le problème dit du « réglage fin » de l'univers, dont nous reparlerons plus tard. Si les lois de la physique ne sont qu'un simple code logiciel, il devient alors clair qu'elles sont si parfaitement calibrées pour permettre l'apparition de la vie. Elles ont simplement été écrites ainsi. Il existe dans notre univers une limite de vitesse absolue. Rien, s'il possède une masse, ne peut dépasser la vitesse de la lumière dans le vide. Celle-ci est fixée à environ 300 000 km par seconde. Ce n'est pas seulement une contrainte technique que nous n'avons pas encore réussi à surpasser. C'est une loi fondamentale de la nature, intrinsèquement liée à la théorie de la relativité d'Einstein. À mesure qu'un objet approche de la vitesse de la lumière, sa masse commence à augmenter, le temps se ralentit pour lui, et atteindre cette vitesse nécessiterait une énergie infinie. Mais pourquoi une telle limite existe-t-elle? Pourquoi pas 400 000 km par seconde? Ou pourquoi pas l'infini? Dans le cadre de la réalité physique que nous appelons naturelle, il n'y a pas de réponse simple ou intuitive à cette question. C'est simplement une propriété de notre monde que nous acceptons comme un fait établi. Cependant, si l'on se place du point de vue de l'hypothèse de la simulation, l'existence d'une telle restriction devient extrêmement logique. Toute simulation informatique s'exécute sur un certain matériel, un processeur. Or, tout processeur a une limite de performance, sa propre fréquence d'horloge. Il ne peut exécuter qu'un nombre défini d'opérations par seconde. La vitesse de la lumière, dans notre simulation supposée, pourrait être l'analogue de cette vitesse maximale de traitement de l'information. Ce serait la vitesse limite à laquelle le processeur de l'univers peut transmettre des informations sur les relations de cause à effet, d'un pixel de l'espace à un autre. Imaginez que notre univers soit une grille tridimensionnelle gigantesque. Chaque événement dans une cellule de la grille ne pourrait affecter les cellules voisines qu'au prochain tic du temps-système. La vitesse maximale à laquelle cette influence se propagerait à travers la grille serait perçue par nous comme la vitesse de la lumière. Cette analogie
aide également à expliquer certains paradoxes de la relativité, comme la dilatation du temps. Dans les systèmes informatiques, lorsque le processeur est submergé par des calculs complexes dans une zone, la performance globale du système peut chuter. Il est possible que lorsqu'un objet se déplace à une vitesse proche de celle de la lumière, le processeur consacre tellement de ressources à son traitement que le taux de rafraîchissement de cet objet, ce que nous percevons comme l'écoulement du temps, ralentit. Ainsi, la limite de vitesse universelle, qui paraît si étrange dans le monde purement physique, devient une contrainte tout à fait naturelle de la puissance de calcul dans un monde numérique. Tournons-nous maintenant vers l'une des plus grandes énigmes de l'astronomie et de la cosmologie moderne, le paradoxe de Fermi. Au milieu du XXe siècle, lors d'une pause déjeuner, le brillant physicien Enrico Fermi a posé à ses collègues une question simple mais déconcertante. Où sont-ils donc ? Le cœur de cette interrogation est le suivant. Notre galaxie, la Voie lactée, contient des centaines de milliards d'étoiles. Beaucoup ressemblent à notre Soleil. Autour d'un grand nombre d'entre elles, nous le savons maintenant, gravitent des planètes. Certaines de ces planètes se trouvent dans la fameuse zone habitable, où les conditions sont propices à l'existence d'eau liquide. Compte tenu de l'âge de l'univers, près de 14 milliards d'années, les civilisations extraterrestres ont eu amplement le temps de se développer, d'atteindre le niveau des voyages interstellaires et de coloniser l'intégralité de la galaxie. Même en voyageant à des vitesses très modestes, la galaxie aurait pu être explorée et maîtrisée en quelques dizaines de millions d'années, ce qui n'est qu'un simple clin d'œil à l'échelle cosmique. Pourtant, nous ne voyons aucune trace convaincante de leur activité. Pas de signaux radio, pas de mégastructures d'ingénierie, pas de vaisseaux spatiaux. Le cosmos semble vide, silencieux et stérile. C'est le paradoxe de Fermi. Une quantité colossale de mondes potentiellement habitables d'un côté et l'absence totale de contact de l'autre. Il existe une multitude d'hypothèses tentant de résoudre cette énigme. Peut-être que la vie est un phénomène incroyablement rare. Peut-être que les civilisations intelligentes s'autodétruisent inévitablement. Peut-être qu'elles se cachent de nous, mais l'hypothèse de la simulation offre sa propre solution, à la fois très élégante et légèrement effrayante. Et si nous étions seuls dans l'univers simplement parce que personne d'autre n'a été programmé ? Si notre réalité est une simulation conçue pour étudier l'émergence et le développement de la civilisation humaine, les simulateurs, n'auraient eu aucune nécessité de créer d'autres espèces intelligentes. Ce serait une complexification inutile du programme et un gaspillage de ressources informatiques. Dans ce scénario, les étoiles et les galaxies lointaines que nous observons au télescope pourraient n'être rien de plus qu'un arrière-plan, un décor magnifique mais non interactif. Un peu comme dans un jeu vidéo où l'on aperçoit à l'horizon des montagnes dessinées, mais où il est impossible de s'y rendre. L'univers peut être immense, mais n'être détaillé et fonctionnel que dans notre voisinage immédiat. Ainsi, le paradoxe de Fermi cesse d'en être un. Nous ne voyons pas d'extraterrestres pour la même raison que les personnages secondaires de votre livre préféré ne se mettent pas soudainement à vivre leur propre vie. Un autre argument indirect, mais puissant en faveur de l'idée que notre réalité pourrait être artificielle, découle de la nature même de la connaissance scientifique. Songez-y un instant. Quelle est la langue de l'univers ? Il s'avère que cette langue, c'est la mathématique. Le physicien Eugene Wigner, dans son célèbre article, évoquait l'efficacité déraisonnable des mathématiques dans les sciences naturelles. Comment se fait-il que des concepts abstraits nés de l'esprit humain, les nombres, les vecteurs, les équations différentielles, décrivent avec une précision aussi stupéfiante le monde réel ? Le mouvement des planètes obéit aux lois élégantes de Kepler et de Newton. Les ondes électromagnétiques sont décrites par les équations de Maxwell. Quant au comportement des particules subatomiques, il répond à l'équation de Schrödinger.
Il semble que plus nous pénétrons les mystères de l'univers, plus celui-ci se révèle mathématique. Certains scientifiques, comme le cosmologiste Max Tegmark, vont encore plus loin et avancent l'hypothèse de l'univers mathématique. Selon lui, notre réalité physique est une structure mathématique. Elle n'est pas simplement décrite par les mathématiques, elle est les mathématiques. Dans l'optique de l'hypothèse de la simulation, cette observation prend tout son sens. Si l'univers est un programme informatique, il est parfaitement logique qu'il soit fondamentalement mathématique. Tout programme n'est, par essence, qu'un ensemble d'algorithmes et d'opérations mathématiques qui traitent de l'information représentée par des nombres. Les lois physiques de notre monde pourraient n'être que la manifestation de haut niveau de ce code mathématique fondamental. Lorsque les physiciens découvrent une nouvelle formule décrivant un phénomène, ils sont peut-être simplement en train de faire de la rétro-ingénierie sur des fragments du code source de notre réalité. Cela explique pourquoi l'univers est si logique, si cohérent et si intelligible. Il a été conçu pour l'être. Il fonctionne selon des règles claires car il s'agit d'une simulation et non d'un monde chaotique et irrationnel. Cette idée donne également un nouveau poids aux propos de Galilée qui affirmait que le livre de la nature est écrit en langage mathématique. Il avait peut-être raison dans un sens bien plus littéral qu'il ne pouvait l'imaginer. Et nous, scientifiques, nous ne faisons qu'apprendre à lire ce grand livre en tentant de comprendre l'intention de son auteur ou, comme nous le dirions aujourd'hui, de son programmeur. Mettons un instant de côté la science pure et dure pour nous pencher sur ces phénomènes étranges et inexplicables de notre quotidien que beaucoup perçoivent comme des bugs dans la matrice. Bien sûr, il faut aborder ces sujets avec un grand scepticisme, car la plupart peuvent s'expliquer par les mécanismes complexes de notre psychologie, de notre mémoire et de notre perception. Néanmoins, dans le cadre d'une réflexion sur l'hypothèse de la simulation, il est fascinant de les examiner comme une simple expérience de pensée. Prenons, par exemple, le phénomène du déjà-vu. Cette sensation soudaine et fugace d'avoir déjà vécu une situation, même si logiquement vous savez que c'est impossible. Les psychologues avancent diverses explications, allant des micro-crises épileptiques dans le lobe temporal à des défaillances dans le traitement de la mémoire à court et long terme. Mais dans l'univers de la simulation, le déjà-vu pourrait être interprété comme un type de bug, lorsque le système charge par erreur un ancien fichier de sauvegarde ou des données en cache, vous donnant cette fausse impression de répétition. Il se pourrait aussi que la simulation ait été redémarrée à partir d'un certain point et qu'il reste dans votre conscience une trace résiduelle de l'exécution précédente. L'autre phénomène populaire est ce que l'on appelle l'effet Mandela. Il s'agit d'un souvenir collectif erroné où un grand nombre de personnes se souvient distinctement d'un événement qui ne s'est jamais produit ou le mémorise de manière incorrecte. Ce nom vient du fait que beaucoup se souvenaient, à tort, que Nelson Mandela était décédé en prison dans les années 80. Dans le cadre de l'hypothèse de la simulation, l'effet Mandela pourrait être interprété comme le résultat d'une intervention des développeurs qui auraient modifié le code du passé, changeant rétroactivement certains faits. Mais, comme pour une mise à jour logicielle, toutes les traces de l'ancienne version n'auraient pas été complètement effacées de la mémoire du système, c'est-à-dire de la conscience humaine. Bien sûr, il existe des explications plus terre-à-terre, liées à la confabulation et à la diffusion de la désinformation. On raconte aussi des coïncidences si incroyables qu'elles ne semblent parfois pas dues au hasard, ou de petits bugs physiques, où un objet disparaît et réapparaît instantanément. Il est crucial de comprendre que tout cela n'est pas une preuve. Ce ne sont que des témoignages anecdotiques, faciles à imputer au jeu de notre esprit. Mais si nous acceptons l'hypothèse de vivre dans une simulation, alors même le programme le plus sophistiqué n'est pas à l'abri des bugs, des erreurs et des défaillances. Et peut-être que ces étranges anomalies fugaces sont les rares moments où nous pouvons apercevoir les coulisses de notre illusion soigneusement élaborée. Si l'on accepte, ne serait-ce qu'un instant,
L'hypothèse de la simulation comme point de départ, une question cruciale émerge inévitablement. Qui sont-ils? Qui sont ces programmeurs, ces architectes, ces créateurs de notre monde? Certes, toute réflexion à ce sujet n'est que pure spéculation, mais c'est un exercice fascinant pour l'imagination. La première piste, et la plus évidente, pointe vers nos propres descendants. C'est ce que l'on appelle le scénario de la simulation ancestrale. Imaginons un futur lointain où l'humanité a atteint un stade post-humain, doté de capacités de calcul inimaginables. Peut-être souhaiteraient-ils étudier leur passé, comprendre comment vivaient leurs ancêtres, quelles décisions clés les ont menés à leur état actuel. Le meilleur moyen d'y parvenir serait de lancer une simulation historique ultra détaillée. Dans ce cas, nous ne serions que de simples personnages historiques au sein de leur grandiose projet de recherche. La deuxième hypothèse concerne une civilisation extraterrestre. Il est possible que, quelque part dans la réalité de base, une race très avancée ait décidé, pour des raisons qui lui sont propres, de créer notre univers. Peut-être s'agit-il pour eux d'une expérience scientifique visant à étudier l'apparition de la vie et de l'intelligence dans des conditions physiques prédéfinies. Ils auraient bien pu engendrer une multitude d'univers avec des paramètres initiaux et des lois physiques différents, juste pour voir le résultat. Notre univers ne serait alors qu'un spécimen parmi tant d'autres dans leur laboratoire cosmique. La troisième possibilité est encore plus exotique. Les créateurs pourraient ne pas être des êtres biologiques, mais une intelligence artificielle supra-intelligente. Il se peut que, dans la réalité de base, une civilisation ait créé une IA qui, par la suite, a surpassé ses concepteurs et s'est mise à exécuter des simulations dans son propre but que nous ne saurions comprendre. Ou encore, les créateurs pourraient être des entités issues d'un autre univers, régies par des lois physiques radicalement différentes. Notre monde pourrait n'être pour eux qu'une forme de divertissement, un jeu vidéo complexe ou une œuvre d'art. Il est crucial de réaliser que nos créateurs ne sont pas nécessairement omnipotents et omniscients, à l'image des divinités religieuses. Ils pourraient être de simples scientifiques, des étudiants, ou même des adolescents d'un monde plus avancé. Peut-être notre simulation n'est-elle qu'un projet de fin d'études ou un devoir scolaire. Cette pensée est à la fois humiliante et d'une certaine manière libératrice. Elle ôte à notre existence le poids d'une signification cosmique et nous permet d'aborder la vie avec une certaine dose d'ironie comme un simple jeu. Poursuivant notre réflexion sur la nature de nos créateurs hypothétiques, nous abordons une question tout aussi fondamentale. Pourquoi? Quel est l'objectif derrière la création d'une simulation aussi complexe et vaste que notre univers? Les motivations peuvent être extrêmement variées, et nous ne pouvons qu'émettre des hypothèses en nous basant sur nos propres analogies humaines. L'une des versions les plus populaires, comme nous l'avons déjà évoqué, est celle de la recherche scientifique. La simulation servirait d'outil pour explorer différents domaines de la connaissance. S'il s'agit d'une simulation d'ancêtres, l'objectif serait historique. Si elle a été lancée par des extraterrestres, elle pourrait concerner la cosmologie, la sociologie ou la biologie. Ils auraient dit et pu définir les conditions initiales du Big Bang et se contenter d'observer le déroulement de l'évolution cosmique, la formation des galaxies, des étoiles, des planètes et, in fine, de la vie. Nous pourrions être les cobayes d'une expérience scientifique gigantesque. Une deuxième cause possible est le divertissement. Nous-mêmes, nous créons des jeux vidéo et des mondes virtuels de plus en plus réalistes pour nos loisirs. Pour une civilisation disposant de ressources informatiques presque illimitées, créer un univers entier avec des milliards de personnages non-joueurs, PNJ, conscients, pourrait représenter la forme ultime de l'amusement. Dans ce scénario, nos vies, nos drames, nos guerres, nos amours et nos souffrances ne seraient vent qu'une partie d'une intrigue captivante destinée à un observateur extérieur.
C'est une idée, avouons-le, peu réjouissante. La troisième hypothèse concerne la modélisation du futur ou la résolution de problèmes complexes. Peut-être que la civilisation créatrice fait face à une menace globale ou à un choix difficile. Elle pourrait lancer des simulations pour tester différents scénarios et identifier la solution optimale. Notre réalité pourrait n'être qu'un de ces cycles de tests. La quatrième raison, plus philosophique, réside dans l'art ou la quête de connaissance de soi. Notre univers serait peut-être une œuvre d'art grandiose, conçue non pas dans un but utilitaire, mais pour sa beauté et sa complexité intrinsèque. Ou alors, ayant atteint les limites de leur propre développement, les créateurs lanceraient des simulations pour explorer la nature de la conscience, de la créativité et du sens. Enfin, il ne faut pas écarter les scénarios les plus étranges. Notre univers pourrait être une prison, un purgatoire, ou un programme de réhabilitation pour certaines entités. Ou bien, comme certains le suggèrent, nous ferions partie d'une simulation qui est elle-même la composante d'un calcul plus vaste, résolvant une tâche pour nos créateurs sans même que nous en soyons conscients. En fin de compte, les véritables motivations de nos créateurs pourraient donc nous être absolument impénétrables, tout comme nos propres motivations le sont pour une fourmi ou un personnage de jeu vidéo. Quand on parle de simulation, on imagine souvent quelque chose qui ressemble au film Matrix, des corps physiques allongés dans des capsules, le cerveau connecté à un monde virtuel. C'est ce qu'on appelle une simulation à immersion totale, où seule l'expérience de la conscience est simulée et non la réalité physique elle-même. Ce n'est cependant qu'une possibilité parmi d'autres. Intéressons-nous aux différents types de simulations qui pourraient exister. Le premier, c'est justement la simulation dite de type matrice. Dans ce scénario, il existe une réalité physique de base où se trouvent nos créateurs et le superordinateur qui génère la simulation. Nos consciences, quant à elles, existent sous forme d'informations traitées par cette machine. Nos corps et tout l'environnement qui nous entoure ne sont qu'une illusion. Ce type de simulation est relativement économique en termes de calcul, car il ne nécessite pas de simuler chaque atome de l'univers. Il suffit de simuler uniquement ce qui est perçu par les consciences simulées. Le deuxième type est la simulation microscopique. Ici, tout est simulé, en commençant par le niveau le plus fondamental, les champs quantiques ou des pixels d'espace-temps. L'univers entier, avec toutes ses galaxies, ses étoiles, ses planètes et ses êtres vivants, fait partie d'un gigantesque programme informatique. Dans ce cas, nous ne sommes pas connectés à la simulation. Nous en sommes une composante indissociable. Nos corps et notre cerveau sont faits de particules simulées qui obéissent à des lois de la physique simulée. Notre conscience est une propriété émergente de ce système simulé complexe. Ce type de simulation exigerait des ressources de calcul inimaginables, voire quasi infinies, et c'est la raison pour laquelle les critiques de l'hypothèse la jugent la moins crédible. Le troisième type est la simulation hybride ou partielle. Il est possible que l'univers entier ne soit pas simulé. Comme nous l'avons abordé avec le paradoxe de Fermi, la simulation pourrait être restreinte, par exemple, à notre seul système solaire, tout le reste n'étant qu'un simple décor lointain. Ou bien, la simulation pourrait n'être détaillée au niveau microscopique que là où se trouvent des observateurs, c'est-à-dire des êtres vivants, tandis que l'espace restant utilise une modélisation plus grossière et plus économique. Le quatrième type est la simulation un seul cerveau, ou simulation solipsiste. Peut-être que seule votre conscience est simulée. Le monde entier, y compris moi qui vous parle en ce moment, et toutes les personnes que vous connaissez, n'est qu'une partie de la simulation créée spécifiquement pour vous. Il est impossible de prouver ou de réfuter cette hypothèse, qui est l'analogue moderne du concept philosophique de solipsisme. Le choix entre ces différents types de simulation a des conséquences importantes.
Par exemple, dans une simulation de type matrice, nous aurions potentiellement un vrai corps quelque part dans la réalité de base, tandis que dans une simulation microscopique, nous serions entièrement et absolument le produit d'un programme informatique. L'hypothèse de la simulation a gagné une notoriété massive au-delà des cercles académiques, en grande partie grâce à un seul homme, Elon Musk. Le fondateur de SpaceX et de Tesla a affirmé à maintes reprises, lors d'interviews et de prises de parole publiques, qu'il croyait que nous vivions dans une simulation informatique avec une probabilité frôlant les 100%. Penchons-nous sur son argumentation, qui n'est au fond qu'une popularisation et une simplification des thèses développées par Nick Bostrom. L'argument principal de Musk est ce qu'il appelle l'argument du rythme de développement. Il nous invite à observer l'évolution des jeux vidéo au cours des dernières décennies. Il y a 40 ans, nous avions Pong, 2 barres rectangulaires et un point qui rebondissait sur un écran. Aujourd'hui, nous avons des jeux 3, des photoréalistes, accueillant des millions de joueurs simultanément, ainsi que la réalité virtuelle, qui devient de plus en plus indissociable de la réalité vraie. Si l'on suppose que ce rythme de progrès technologique se maintient, même s'il ralentit 1000 fois, alors dans 10 000 ans, ce qui est une durée négligeable à l'échelle de l'évolution, nous serons capables de créer des simulations absolument impossibles à distinguer de la réalité. Musk applique ensuite une logique probabiliste. S'il devient possible de créer de telles simulations dans le futur, il en sera créé une quantité colossale, des milliards. Et chacune de ces simulations contiendra des milliards de consciences simulées. Par conséquent, le nombre de réalités simulées dépassera de loin le nombre de réalités de base. Il en conclut que les chances que nous nous trouvions dans cette unique et irremplaçable réalité fondamentale sont infimes. 1 contre des milliards. Pour Musk, ce n'est pas qu'un simple exercice philosophique abstrait. Il estime que nous devrions espérer vivre dans une simulation. Pourquoi ? Parce que, si nous ne sommes pas dans une simulation, cela signifierait, selon lui, que la civilisation s'éteindra, pour une raison ou une autre, avant d'atteindre le stade où elle pourrait créer de telles simulations. Autrement dit, si notre réalité est la vraie, une catastrophe nous attend probablement. Ainsi, l'hypothèse de la simulation représente pour lui, paradoxalement, une vision optimiste de l'avenir. Bien sûr, les arguments de Musk sont sujets à critique. Il fait une hypothèse assez audacieuse sur le maintien du rythme du progrès technologique et sur la volonté des futures civilisations de créer exactement ce type de simulation. Néanmoins, son autorité et sa popularité ont joué un rôle crucial pour que cette idée, a priori fantaisiste, devienne un sujet de discussion sérieux dans la société. Malgré tout son attrait intellectuel et son charme fascinant, l'hypothèse de la simulation se heurte à de sérieuses critiques de la part de nombreux scientifiques et philosophes. L'un des contre-arguments les plus puissants repose sur un principe philosophique bien connu, le rasoir d'Occam. Ce principe, formulé au XIVe siècle par le philosophe anglais Guillaume d'Occam, stipule « Les entités ne doivent pas être multipliées inutilement ». En termes plus simples, entre 2 théories qui expliquent également bien un même phénomène, il convient de choisir la plus simple, c'est-à-dire celle qui requiert le moins de suppositions. Appliquons le rasoir d'Occam à notre problème. Nous avons l'univers tel que nous l'observons. Le modèle scientifique standard l'explique par le Big Bang, l'évolution et les lois de la physique. C'est une explication qui se suffit à elle-même. L'hypothèse de la simulation, quant à elle, propose une explication alternative. Notre univers n'est qu'un programme, exécuté sur un superordinateur, dans une autre réalité, dite fondamentale. Mais remarquez combien d'entités nouvelles et invérifiables nous devons introduire. Premièrement, nous devons supposer l'existence de cette réalité fondamentale elle-même, une réalité que nous ne connaissons pas et ne pouvons pas connaître. Deuxièmement, nous devons postuler l'existence d'une civilisation de créateurs au sein de cette réalité.
Et troisièmement, nous avons besoin du superordinateur capable de simuler notre propre univers. L'hypothèse de la simulation n'explique pas l'origine de la réalité, elle ne fait que déplacer la question à un niveau supérieur. D'où vient la réalité fondamentale? Comment est-elle apparue? Quelles lois la régissent? Au lieu de répondre à la question fondamentale, nous la remplaçons par une autre, encore plus complexe et alambiquée. Les critiques estiment qu'il ne s'agit pas d'une hypothèse scientifique, mais plutôt d'une conception métaphysique, voire théologique. Elle est infalsifiable, ce qui signifie qu'il est impossible de la réfuter. Tout argument contre la simulation peut être contré par le fait que cela a été programmé ainsi. Si nous ne trouvons pas de bugs, c'est que le programme est très bien écrit. Si les lois de la physique nous semblent naturelles, c'est que les simulateurs se sont efforcés de les rendre ainsi. Cette position, selon les critiques, place l'hypothèse en dehors du cadre scientifique, la transformant en une sorte de mythe ou de croyance contemporaine. Ainsi, du point de vue du rasoir d'Occam, l'hypothèse de la simulation représente une construction inutilement complexe et lourde par rapport à l'image du monde proposée par la science standard. Un autre argument de poids, voire un coup dur, contre l'hypothèse de la simulation, en particulier dans sa version où l'on modélise l'intégralité microscopique de l'univers, réside dans la question de la puissance de calcul. Essayons d'évaluer, même très grossièrement, l'ordinateur qui serait nécessaire pour une telle entreprise. Selon les estimations des physiciens, l'univers observable contient environ 10 puissance 80, 10 à la puissance 80, particules élémentaires. Pour simuler le comportement de chacune d'elles, il faudrait stocker constamment des informations sur son état, position, impulsion, spin, et ainsi de suite. De plus, il faudrait calculer en permanence les interactions entre absolument toutes ces particules. La quantité de calculs requise pour cela dépasse tout simplement l'entendement humain. Le physicien Seth Lloyd, du Massachusetts Institute of Technology, MIT, a calculé que pour simuler l'histoire complète de notre univers depuis le Big Bang, il faudrait un ordinateur dont la taille dépasserait celle de l'univers lui-même. Et cet ordinateur devrait effectuer des calculs à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Cela nous mène à un paradoxe logique fondamental. Pour simuler l'univers, il faut un ordinateur qui ne pourrait pas exister à l'intérieur de cet univers même. Bien sûr, les défenseurs de l'hypothèse peuvent rétorquer que les lois de la physique dans la réalité de base, celle où résiderait cet ordinateur, pourraient être radicalement différentes. Peut-être qu'il existe là-bas des méthodes de calcul qui nous sont impensables. Mais cela nous ramène, une fois de plus, au problème du rasoir d'Occam. Nous introduisons des hypothèses invérifiables et non prouvables pour simplement tenter de sauver notre théorie. En outre, il y a la question cruciale de l'informatique quantique. Comme nous le savons, les systèmes quantiques peuvent exister dans une superposition de multiples états simultanément. La simulation de tels systèmes sur un ordinateur classique exige une croissance exponentielle des ressources de calcul. Pour simuler seulement quelques centaines de particules quantiques en interaction, il faudrait un ordinateur contenant plus d'atomes qu'il n'en existe dans l'univers observable. Cela signifie qu'une simulation précise de notre monde nécessiterait un ordinateur quantique de taille véritablement astronomique. Certains physiciens, comme Sabine Hossenfelder, considèrent cet argument comme l'un des plus solides contre l'hypothèse de la simulation. Elle soutient que, même si nous pouvons créer des simulations simples, l'idée de pouvoir simuler la réalité au même niveau de complexité que la réalité elle-même est mathématiquement et physiquement intenable. C'est l'équivalent de vouloir construire une réplique exacte d'un avion à l'échelle 1 pour 1, à l'intérieur même de cet avion. Revenons à l'argument probabiliste de Nick Bostrom et penchons-nous sur l'une de ses conséquences les plus fascinantes et vertigineuses, l'argument des simulations emboîtées ou simulations récursives. Cet argument, aussi paradoxal que cela puisse paraître,
peut être mobilisé à la fois contre et en faveur de l'hypothèse de la simulation. La logique est la suivante. Si nous acceptons que notre civilisation vit dans une simulation et que nous sommes nous-mêmes capables de créer nos propres simulations indissociables de la réalité dans le futur, alors cela implique que les êtres simulés pourront à leur tour créer leurs propres simulations, et ainsi de suite à l'infini. On obtient alors une régression infinie, une cascade de simulations, imbriquées les unes dans les autres comme des poupées russes. Cela soulève plusieurs problèmes majeurs. Premièrement, à chaque nouveau niveau d'imbrication, la puissance de calcul allouée à la simulation doit être distribuée d'une certaine manière. Le processeur de la réalité de base doit supporter simultanément notre simulation, les simulations au sein de notre simulation et ainsi de suite. Logiquement, plus nous sommes profonds dans cette cascade, moins notre réalité devrait être fine et détaillée. Certains physiciens, comme Zohar Ringel et Dimitri Kovrigine, ont publié des travaux montrant mathématiquement que simuler certains phénomènes quantiques exige des ressources informatiques qui augmentent de manière exponentielle avec le nombre de particules simulées. Ils en ont conclu qu'il est en principe impossible de créer une simulation complexe comme la nôtre sur un ordinateur classique. Cette conclusion porte un coup dur à l'idée d'une régression infinie. Deuxièmement, se pose la question de l'arrêt de cette régression. Y a-t-il une limite nécessaire à cet emboîtement? Peut-être qu'à un certain niveau, les simulations deviennent tellement simplifiées et instables qu'aucune vie intelligente capable de créer ses propres simulations ne peut y émerger. Ou alors, peut-être existe-t-il une sorte de loi interdisant aux simulations de créer leurs propres simulations afin d'éviter ce paradoxe. D'un autre côté, le fait même que nous semblions nous rapprocher de la création de nos propres simulations convaincantes peut être vu comme un argument selon lequel nous ne sommes pas trop profondément enfouis dans cette cascade. Si nous étions au 100e niveau d'imbrication, il est probable que les lois physiques régissant notre monde seraient tellement simplifiées que le développement de technologies complexes deviendrait impossible. Ainsi, l'argument des simulations emboîtées transforme l'hypothèse de base en une construction encore plus complexe et inextricable, pleine de paradoxes et de questions sans réponse. Si nous vivons dans une simulation, la question la plus fascinante est simple. Pouvons-nous le prouver? Est-il possible de hacker la matrice, de dénicher son code source, ou du moins d'en détecter les signes de sa nature artificielle? Certains scientifiques pensent que oui, et proposent même des expériences concrètes. L'idée maîtresse est de traquer les coutures ou les artefacts qui devraient inévitablement apparaître en raison des limites inhérentes au système de calcul sur lequel notre réalité est exécutée. L'un des tests les plus célèbres a été imaginé par le physicien Silas Bean et ses collègues de l'Université de Washington. Leur approche repose sur l'hypothèse que si l'espace est discret, s'il se présente comme une sorte de grille ou de réseau tridimensionnel, cela devrait influencer le comportement des particules de très haute énergie. Plus précisément, ils ont suggéré que cette grille devrait rompre la symétrie de l'espace. Dans un espace continu, les lois de la physique sont identiques dans toutes les directions. Mais sur un réseau discret, il pourrait y avoir des directions privilégiées suivant les axes de cette grille. Les chercheurs ont postulé que les rayons cosmiques, ces particules de très haute énergie qui nous parviennent des confins de l'univers, devraient interagir différemment avec cette grille selon leur trajectoire. Cette interaction induirait une anisotropie, soit une distribution inégale de ces rayons dans la sphère céleste. Ils ont même calculé un seuil précis, au-delà duquel cet effet aurait dû devenir mesurable. Cependant, les observations ultérieures des rayons cosmiques de très haute énergie n'ont révélé aucune anisotropie. Ils arrivent vers nous de manière uniforme, quelle que soit la direction. C'est un argument de poids contre une modélisation simpliste de la simulation basée sur une simple grille cubique.
Une autre piste de recherche consiste à traquer des variations dans les constantes physiques fondamentales. Si notre univers est une simulation qui tourne sur un ordinateur extérieur, il est possible que l'administrateur système y injecte occasionnellement des patchs ou des mises à jour du code. Cela pourrait entraîner des fluctuations, petites mais mesurables, dans des valeurs comme la constante de structure fine ou la constante gravitationnelle. Les scientifiques effectuent des mesures extrêmement précises de ces constantes depuis des années, mais pour l'instant, aucune preuve convaincante de variation n'a été découverte. Bien sûr, tous ces tests reposent sur notre compréhension actuelle de la manière dont une telle simulation pourrait fonctionner. Il est fort possible que nos créateurs soient bien plus intelligents, qu'ils utilisent des technologies qui ne laissent pas de couture aussi grossière. Ou peut-être, tout simplement, qu'ils ne veulent pas que nous découvrions la vérité et qu'ils s'efforcent activement de cacher toutes les preuves. Poursuivons notre exploration des pistes expérimentales pour vérifier l'hypothèse de la simulation. Au-delà de la recherche d'une anisotropie dans les rayons cosmiques, il existe d'autres approches plus subtiles. Par exemple, certains physiciens théoriciens travaillant sur la gravité quantique suggèrent que la nature discrète de l'espace-temps au niveau de Planck pourrait engendrer des effets optiques fascinants. L'idée est que la lumière de différentes longueurs d'onde, c'est-à-dire de différentes couleurs, pourrait voyager à travers cette structure pixelisée à des vitesses légèrement distinctes. Cet effet serait bien sûr totalement indétectable sur des distances de terrestres. Cependant, pour la lumière qui nous parvient de très lointains objets, tels que des sursauts gamma qui se sont produits à des milliards d'années-lumière, cette infime différence de vitesse pourrait s'accumuler et devenir mesurable. Nous pourrions ainsi observer que les photons gamma de haute énergie nous parviennent soit un peu plus tôt, soit un peu plus tard que les photons de basse énergie du spectre visible, alors qu'ils ont été émis au même instant. Plusieurs observatoires astronomiques, comme le télescope spatial Fermi, recherchent activement ce type d'anomalie dans la dispersion de la lumière. À ce jour, les résultats sont ambigus et aucune preuve convaincante d'une violation du principe de la constance de la vitesse de la lumière n'a été trouvée. Une autre idée intéressante est liée à la quête du code source de l'univers. Le physicien théoricien James Gates Jr., alors qu'il travaillait sur la théorie des supercordes, a découvert dans les équations décrivant les particules fondamentales des structures étonnamment similaires au code correcteur d'erreurs. Ce sont des algorithmes spéciaux utilisés dans les systèmes informatiques pour détecter et corriger les erreurs de transmission de données. Gates s'est demandé pourquoi le codage mathématique de la réalité physique nécessiterait-il des algorithmes de correction d'erreurs? Il a suggéré, sur un ton humoristique, que nous pourrions effectivement vivre dans une simulation et que cette structure ferait partie de son code de base. Bien sûr, cela reste une simple analogie curieuse et non une preuve formelle. Il existe également des propositions pour rechercher des bugs ou d'éventuels œufs de Pâques délibérément laissés par les développeurs. Par exemple, en créant des conditions extrêmes dans les accélérateurs de particules, nous pourrions tenter de casser la simulation ou de la forcer à révéler ses paramètres cachés. Mais tout cela demeure, pour l'instant, au niveau de la simple hypothèse audacieuse. Le principal problème de tous ces tests expérimentaux réside dans le fait qu'ils ne vérifient que des modèles de simulation très spécifiques et, potentiellement, naïfs. Une civilisation avancée aurait pu concevoir une simulation basée sur des mathématiques continues ou sur des principes qui nous sont totalement étrangers. Dans ce cas, toutes nos tentatives pour dénicher des pixels ou des bugs seraient vouées à l'échec. Admettons un instant que demain, les scientifiques prouvent de manière irréfutable que notre réalité n'est qu'une simulation. Comment cette découverte impacterait-elle notre existence, notre société et notre perception de nous-mêmes? Les implications philosophiques et éthiques d'une telle révélation
serait tout simplement colossal. Premièrement, cela ébranlerait notre sens de la réalité et de la signification de nos vies. Si notre monde n'est pas réel, et si nos joies comme nos souffrances ne sont qu'une partie d'une expérience ou d'un simple divertissement pour d'autres, notre vie a-t-elle encore le moindre sens? Beaucoup sombreraient dans le nihilisme et le désespoir, concluant que si rien n'est au réel, alors aucune action n'a d'importance. Pourquoi s'efforcer, créer ou aimer, si à tout moment, l'administrateur peut appuyer sur le bouton « off ». D'un autre côté, cette connaissance pourrait être vécue comme une libération. Si la vie est un jeu, peut-être faudrait-il la prendre plus légèrement sans percevoir nos échecs de manière aussi tragique. Cela inciterait certains à une plus grande créativité, à l'expérimentation, voire à la recherche de cheats et de easter eggs dans les règles du jeu. Une autre question fondamentale est celle du libre arbitre. Si nous sommes des personnages au sein d'un programme, quelle est l'étendue de notre liberté décisionnelle? Nos actions sont-elles prédéterminées par le code initial et les paramètres de la simulation? Ou possédons-nous une certaine autonomie? La réponse transformerait radicalement nos notions de responsabilité, de justice et de morale. Si un criminel a commis un méfait parce qu'il était programmé pour cela, pouvons-nous réellement le juger? Des questions éthiques surgissent également concernant nos créateurs. S'ils existent, sont-ils moralement responsables de toutes les souffrances qui traversent notre monde? S'ils ont créé un monde rempli de maladies, de guerres et de morts, ne sont-ils pas, dans un certain sens, des monstres? Ou bien ne sont-ils que des observateurs impartiaux, pour qui nos souffrances n'ont pas plus de valeur que celles des personnages d'un jeu vidéo violent? Cette connaissance pourrait aussi donner naissance à de nouvelles religions et à de nouveaux cultes. Les gens se mettraient à vénérer les programmeurs, cherchant à communiquer avec eux, les suppliant de faire preuve de miséricorde ou d'appliquer des patchs pour corriger les imperfections de notre monde. La société pourrait se diviser entre ceux qui souhaitent se éveiller et s'échapper de la matrice, et ceux qui préfèrent rester dans la béatitude de l'ignorance au sein de l'illusion confortable. En fin de compte, la prise de conscience de notre nature simulée serait probablement le plus grand choc de l'histoire humaine, nous obligeant à reconsidérer absolument tout ce que nous pensions être vrai. L'idée que notre monde ait été créé par quelqu'un et qu'il soit régi par des lois précises n'est pas nouvelle. Elle est au cœur de la plupart des grandes religions mondiales. Dans ce contexte, il est fascinant de tracer des parallèles entre l'hypothèse de la simulation et les concepts théologiques traditionnels. De prime abord, les analogies sautent aux yeux. Le rôle du Dieu tout-puissant, omniscient et omniprésent, est tenu, dans l'hypothèse de la simulation, par le programmeur ou le architecte de la matrice. Il a créé le monde ex nihilo, ou plus précisément à partir de lignes de code, a établi ses lois, les constantes physiques, et observe son évolution. Certains textes religieux décrivant la création peuvent de même être interprétés comme la description métaphorique du lancement d'un programme informatique. Cependant, une analyse plus approfondie révèle des distinctions fondamentales. Premièrement, les dieux de la plupart des religions sont généralement décrits comme des entités transcendantes et immatérielles, existant hors de l'espace et du temps. Les créateurs de la simulation, en revanche, sont probablement des êtres physiques, vivant dans leur propre réalité, de base, et soumis à leurs propres lois physiques. Ils pourraient être mortels, limités dans leurs connaissances et leurs capacités. Ils ne sont pas nécessairement tout-puissants. Leurs possibilités sont contraintes par la puissance de leur machine. Deuxièmement, les concepts religieux incluent souvent l'idée de providence divine, de loi morale et de rétribution post-mortem. Dieu n'a pas seulement créé le monde, il intervient activement dans ses affaires, dirige l'histoire, récompense les justes et punit les pécheurs. Dans l'hypothèse de la simulation, une telle intervention n'est pas nécessaire.
Les créateurs pourraient simplement être des observateurs passifs qui ont lancé le programme sans plus s'en mêler. Notre morale ne les intéresse pas, et les notions de bien et de mal, telles que nous les concevons, pourraient ne pas exister pour eux. Troisièmement, l'hypothèse de la simulation propose une explication radicalement différente pour les miracles et les phénomènes surnaturels. En religion, c'est une manifestation de la puissance divine qui déroge aux lois de la nature. Dans la simulation, cela pourrait être des bugs, des codes de triche, cheats, ou des interventions ciblées d'un administrateur qui se contente d'éditer le code de notre réalité. Malgré ces différences, l'hypothèse de la simulation peut être perçue comme une version moderne, séculière et technologique du déisme. Cette doctrine philosophique qui reconnaît l'existence d'un Dieu créateur, mais rejette toute intervention de sa part dans les affaires du monde. C'est le Dieu horloger qui a créé le mécanisme de l'univers, l'a remonté et l'a laissé fonctionner de lui-même. Dans notre version, c'est le Dieu programmeur qui a écrit le code et a lancé la simulation. Le problème du mal, comme on l'appelle, reste l'une des questions philosophiques et théologiques les plus épineuses. Si Dieu est à la fois tout-puissant, omniscient et infiniment bon, comment expliquer la présence d'autant de mal et de souffrance dans le monde? Les maladies, les guerres, la famine, les catastrophes naturelles? Les religions et les écoles philosophiques proposent diverses réponses, évoquant généralement le libre arbitre humain, un plan divin qui nous échappe, ou l'existence d'une force maléfique s'opposant à la divinité. L'hypothèse de la simulation vient apporter un éclairage totalement différent et passablement troublant à cette question. Si notre monde n'est qu'une simulation, la souffrance qui s'y trouve pourrait avoir plusieurs explications possibles. La première, la plus simple et la plus cynique, est que nos créateurs s'en moquent éperdument. Si nous ne sommes pour eux que des personnages de jeu ou des données expérimentales, nos souffrances n'ont aucune importance morale. Un chercheur étudiant une colonie de fourmis n'éprouve aucun scrupule moral quand une fourmi en tue une autre. Pour lui, c'est un simple fait à observer. De la même manière, nos programmeurs pourraient observer nos guerres et nos épidémies avec un intérêt purement scientifique, se contentant de collecter des données. Deuxièmement, la souffrance pourrait être une composante nécessaire de la simulation. Si l'objectif est de modéliser avec précision l'histoire de nos ancêtres ou d'étudier l'évolution, le simulateur doit inclure tous les aspects d'essai négatifs de la vie. Une simulation paradisiaque, où tout le monde est heureux et où rien ne se passe, serait inutile d'un point de vue scientifique. Les conflits, la lutte pour la survie, les maladies, tout cela pourrait être intrinsèque à l'expérience. Une troisième version, encore plus macabre, la souffrance pourrait être la finalité même. Il est possible que notre simulation ait été conçue par des entités sadiques, pour qui observer nos tourments est une forme de divertissement. Nous serions les gladiateurs de leur colisée cosmique, ou alors notre simulation pourrait être une forme de châtiment, un enfer ou un purgatoire destiné à certaines consciences fautives. Bien sûr, il existe une nuance plus optimiste. Peut-être que nos créateurs sont des êtres hautement moraux et qu'ils souffrent également en étant les témoins de nos malheurs. Mais ils n'interviennent pas, craignant de fausser la pureté de l'expérience ou d'entraver notre libre arbitre. Quoi qu'il en soit, l'hypothèse de la simulation évacue la question de la toute-bonté du Créateur. Le concepteur de notre monde n'a pas besoin d'être bienveillant. Il pourrait être un scientifique, un joueur, un artiste ou même un dément. Et cela nous force à réaliser que si nous voulons améliorer notre monde et réduire la souffrance, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Au cœur même de notre existence se trouve la conscience. Ce sentiment subjectif d'être soi, nos pensées, nos émotions, nos expériences. Le grand mystère de la conscience reste l'une des énigmes les plus profondes de la science et de la philosophie.
Comment un simple ensemble de signaux électriques et chimiques dans notre cerveau peut-il donner naissance à un monde intérieur aussi riche? L'hypothèse de la simulation propose une approche radicalement nouvelle pour répondre à cette question. Mais alors, qu'est-ce que la conscience dans un contexte de simulation? Deux scénarios principaux peuvent être envisagés. Le premier scénario suggère que la conscience n'est pas simulée, mais qu'elle est extérieure à la simulation elle-même. C'est le modèle classique de la matrice ou du cerveau dans une cuve. Dans ce cas, nous serions des entités conscientes réelles, situées dans la réalité de base, tandis que la simulation ne serait qu'un flux d'informations acheminé vers notre cerveau, créant l'illusion du monde. Cette option maintient que la conscience possède une nature fondamentale qui ne peut être réduite à un simple calcul. Le deuxième scénario, souvent considéré comme plus probable dans le cadre d'une simulation microscopique, postule que la conscience est elle-même un produit de la simulation. Autrement dit, elle serait une propriété émergente d'un système informatique extrêmement complexe. De la même manière que l'intelligence artificielle d'un personnage de jeu vidéo émerge de l'interaction d'algorithmes simples, notre conscience pourrait être le résultat d'un cerveau simulé, fait de neurones simulés, qui eux-mêmes sont composés d'atomes simulés. Dans ce cas, nous n'aurions aucun corps ou cerveau réel en dehors de la simulation. Nous serions entièrement et totalement de l'information, un motif exécuté sur un ordinateur gigantesque. Cette idée est intrinsèquement liée à ce que l'on appelle la théorie computationnelle de la conscience, qui postule que la conscience n'est rien d'autre qu'un processus de traitement de l'information. Si cette théorie est exacte, il n'y aurait alors aucune différence fondamentale entre une conscience émergeant d'un matériel biologique, comme notre cerveau, et une conscience émergeant d'un matériel en silicium, c'est-à-dire un ordinateur. Tout système complexe traitant l'information d'une manière spécifique pourrait être considéré comme conscient. Cet angle de vue a des implications stupéfiantes. Cela signifierait que la conscience pourrait être copiée, transférée sur un autre support, mise en pause et redémarrée. Votre moi n'est plus votre corps, mais le motif d'information unique qui le définit. Dans un univers simulé, la mort pourrait ne pas être la fin, mais simplement l'arrêt d'un processus donné qui pourrait potentiellement être relancé. Penchons-nous sur l'une des versions les plus radicales et peut-être les plus dérangeantes de l'hypothèse de la simulation. Elle est intimement liée à cette vieille énigme philosophique qu'est le solipsisme. Le solipsisme, c'est l'idée que seule votre propre conscience existe. Le monde extérieur, y compris tous les autres êtres humains, n'est rien d'autre que le produit de votre imagination ou un rêve. Ce postulat est logiquement irréfutable, car toute preuve qu'une autre personne pourrait vous apporter serait nécessairement filtrée par votre propre esprit, et pourrait donc faire partie intégrante de cette illusion. L'hypothèse de la simulation propose une version technologique de cette théorie. Imaginons ce qu'on appelle une simulation solipsiste, ou une simulation en mode joueur unique. Dans ce scénario, le superordinateur ne simule pas un univers entier grouillant de milliards de consciences, mais uniquement votre expérience personnelle. Le monde que vous voyez, les gens avec qui vous interagissez, même la voix que vous entendez en ce moment, tout cela n'est qu'une collection de personnages non-joueurs, des PNJ, sophistiqués, créés par le programme pour interagir avec vous. Vous seriez le seul joueur, le seul véritable centre de conscience de cette réalité. Une telle simulation serait bien plus économique en termes de ressources de calcul qu'une simulation universelle complète. Le système n'aurait besoin de rendre le monde que de votre seul point de vue et ne simulerait des comportements complexes que pour les personnes avec lesquelles vous entrez directement en contact. Tout le reste pourrait se contenter d'exister sous forme de processus d'arrière-plan simplifié. Cette idée est effrayante, car elle réduit tous vos proches, vos amis,
et même toute l'histoire et la culture humaine a de simples décors vides. Vos relations, votre amour, vos combats, tout cela ne serait qu'une interaction avec des chatbots très avancés, mais totalement dépourvus d'âme. D'un autre côté, cela ferait de vous le centre de l'univers, au sens le plus littéral du terme. Toute cette simulation grandiose aurait été créée uniquement pour vous. Mais dans quel but? Peut-être êtes-vous le sujet d'une expérience psychologique. Peut-être êtes-vous une intelligence artificielle que l'on forme en la plaçant dans un environnement réaliste. Ou peut-être êtes-vous vous-même le créateur de cette simulation, ayant choisi de s'y immerger en s'effaçant la mémoire pour obtenir une expérience de vie authentique. Tout comme le solipsisme classique, cette hypothèse est impossible à vérifier. Toute tentative de prouver que d'autres personnes ont aussi une conscience se déroulerait à l'intérieur de la simulation et pourrait n'en être qu'une partie. La seule chose dont vous pouvez être certain, pour reprendre les mots de Descartes, c'est l'existence de votre propre « moi » pensant. Tout le reste demeure une question ouverte. Le développement fulgurant des technologies, notamment des ordinateurs quantiques, donne de plus en plus de poids et de crédibilité à l'hypothèse de la simulation. Les ordinateurs classiques, sur lesquels repose notre civilisation actuelle, fonctionnent avec des bits, des unités d'information binaires qui peuvent être soit 0, soit 1. Les ordinateurs quantiques, eux, opèrent selon des principes radicalement différents. Ils utilisent des qubits, c'est-à-dire des bits quantiques. Grâce au principe de superposition, un qubit peut se trouver simultanément dans les états 0 et 1, ainsi que dans n'importe quelle combinaison intermédiaire. C'est ce qui permet aux ordinateurs quantiques d'effectuer certains types de calculs exponentiellement plus rapidement que leurs homologues classiques. Pourquoi cela est-il si crucial pour notre sujet? Premièrement, comme nous l'avons déjà mentionné, l'un des principaux obstacles à l'hypothèse de la simulation est la puissance de calcul colossale nécessaire pour modéliser les phénomènes quantiques de notre monde. Ceci est quasiment impossible sur un ordinateur classique. Mais si nous postulons que le superordinateur exécutant notre univers est lui-même un ordinateur quantique, le problème disparaît. Un ordinateur quantique peut simuler efficacement une réalité quantique. Si notre univers a une apparence quantique, c'est peut-être tout simplement parce qu'il tourne sur du matériel quantique. Deuxièmement, le développement de nos propres ordinateurs quantiques rend l'idée de créer des simulations bien plus réalistes. Si nous parvenons à construire une machine suffisamment puissante, nous pourrions potentiellement simuler de petits univers de poche, chacun avec ses propres lois de la physique. Et si nous en sommes capables, selon la logique de Bostrom, cela augmente la probabilité que quelqu'un l'ait déjà fait avant nous et que nous soyons nous-mêmes à l'intérieur d'une telle simulation. Certains scientifiques vont encore plus loin. Le physicien Vlatko Vedral, par exemple, suggère que l'univers n'est pas simplement simulé sur un ordinateur quantique, mais qu'il est cet ordinateur quantique. Dans cette vision du monde, les particules élémentaires sont les qubits, et leurs interactions, régies par les lois de la physique, constituent les calculs quantiques. Toute l'histoire de l'univers, du Big Bang à aujourd'hui, est un seul et unique calcul quantique gigantesque. Que calcule-t-il exactement? C'est la question fondamentale. Peut-être calcule-t-il son propre avenir, sa propre existence? Dans ce concept, la réalité et la simulation deviennent complètement indiscernables. Notre monde est à la fois une réalité physique et un processus continu de traitement de l'information. Quand on aborde l'hypothèse de la simulation, il est pertinent d'examiner quelques idées alternatives, mais étroitement liées, qui, elles aussi, viennent bousculer notre perception habituelle de la réalité. L'une des plus intrigantes est sans doute le principe holographique. Ce principe est né de l'étude des trous noirs et de la théorie des cordes. Pour le résumer simplement, l'intégralité de l'information contenue dans un volume d'espace tridimensionnel peut être totalement décrite par sa surface bidimensionnelle limitrophe. Imaginez une simple image holographique.
C'est une plaque bidimensionnelle, mais lorsqu'on l'éclaire avec un laser, elle projette une image tridimensionnelle complète. Le principe holographique suggère que notre univers fonctionne peut-être de la même manière. Tout ce que nous percevons comme un monde en 3 dimensions, les galaxies, les étoiles, les planètes et nous-mêmes, pourrait n'être qu'une projection holographique. C'est l'information codée sur une lointaine surface bidimensionnelle, une sorte de frontière qui encercle notre univers. Quel est le rapport avec l'hypothèse de la simulation? D'un côté, ce sont des concepts distincts. L'hypothèse de la simulation postule que notre réalité résulte d'un processus de calcul. Le principe holographique, lui, affirme que l'information relative à notre réalité en 3D peut être encodée dans un nombre réduit de dimensions. De l'autre, ces deux idées pourraient être complémentaires. Si notre univers est une holographie, cela rend sa simulation potentiellement beaucoup plus simple. Les programmeurs n'auraient pas besoin de simuler l'intégralité du volume tridimensionnel de notre monde. Il leur suffirait de simuler l'information présente sur cette surface frontière bidimensionnelle. Cela réduirait drastiquement les ressources de calcul et la quantité de mémoire nécessaire. D'une certaine façon, l'univers lui-même utiliserait une sorte de compression de données. Cette idée fait écho aux technologies informatiques actuelles. En infographie 3D, par exemple, les objets complexes sont souvent représentés par des textures bidimensionnelles que l'on vient plaquer sur des géométries plus simples. Le principe holographique serait l'application de ce concept à l'échelle cosmique. Par conséquent, si le principe holographique est avéré, il ne prouve pas que nous vivons dans une simulation, mais il en augmente grandement la plausibilité sur le plan de la faisabilité technique. C'est un indice supplémentaire que notre réalité repose sur l'information, et que l'espace tridimensionnel auquel nous sommes habitués n'est peut-être pas aussi fondamental qu'on le pense. En fin de compte, notre monde pourrait être à la fois une simulation et un hologramme. La question de l'après-vie a fasciné l'humanité de tout temps. Les religions proposent des lokamach, des scénarios variés, le paradis, l'enfer, la réincarnation ou la fusion avec l'absolu. La perspective athée, elle, postule l'arrêt total de la conscience. L'hypothèse de la simulation vient ajouter à cette liste des possibilités nouvelles et intrigantes. Que se passe-t-il exactement lorsqu'un personnage simulé meurt? Pour y répondre, examinons quelques scénarios en nous appuyant sur des analogies informatiques. Première option, la suppression totale. Lorsqu'un personnage de jeu vidéo décède, ses données peuvent être purement et simplement effacées de la mémoire centrale afin de libérer des ressources. Dans ce cas, la mort dans la simulation équivaut à une annihilation complète et définitive. Notre modèle informationnel, notre conscience, cesse tout simplement d'exister. C'est le scénario le plus simple et, peut-être, le plus probable. Deuxième option, la sauvegarde et le redémarrage. Il se peut que les données de notre conscience ne soient pas supprimées, mais archivées et stockées quelque part sur le disque dur du superordinateur. Les créateurs auraient alors la possibilité de nous ressusciter, c'est-à-dire de relancer notre simulation à partir de l'instant de la mort ou d'une autre sauvegarde. Cela pourrait servir à une analyse approfondie, où nous pourrions être transférés dans une autre simulation. Ce scénario ouvre la porte à une forme d'immortalité numérique. Troisième option, la réincarnation. Notre conscience, ou du moins sa structure de base, pourrait être réutilisée pour créer un nouveau personnage. C'est un peu comme dans certains jeux, où, après la mort, vous recommencez à zéro, peut-être avec certaines compétences conservées, mais sans aucun souvenir de votre vie passée. Dans ce cas, nous serions condamnés à une éternelle renaissance au sein de la simulation. Quatrième option, la déconnexion ou la sortie du jeu. La mort pourrait être le moyen de quitter la simulation pour nous éveiller dans la réalité de base. Notre vie, ici-bas, ne serait qu'un programme d'apprentissage, un test ou un simple jeu
et une fois terminé, nous retournerions dans notre véritable monde. C'est la version la plus optimiste qui transforme notre existence en une sorte d'aventure temporaire nous offrant la possibilité de rentrer à la maison. Bien sûr, tout cela n'est que pure spéculation. Mais ces scénarios montrent à quel point l'hypothèse de la simulation pourrait modifier en profondeur nos idées les plus fondamentales sur la vie et la mort, en offrant des analogues technologiques aux concepts religieux et ésotériques de l'au-delà. Si nous ne sommes que des personnages dans une simulation, pouvons-nous établir un contact avec nos créateurs? Est-il possible de leur envoyer un message, de poser une question, ou du moins de leur faire savoir que nous avons pris conscience de notre nature profonde? Cette idée, souvent appelée le problème du contact avec les développeurs, est l'un des aspects les plus fascinants de l'hypothèse de la simulation. D'un côté, un tel échange pourrait être fondamentalement impossible. Si nous sommes entièrement et uniquement des produits de ce programme, nous n'avons peut-être aucun outil pour interagir avec le monde extérieur à cette simulation. C'est un peu comme si un personnage de jeu vidéo sur votre smartphone tentait de vous envoyer un courriel. Il n'agit que dans le cadre des règles et des possibilités définies par son code. Toute tentative de sa part de percer l'écran ne serait qu'une extension de sa propre logique programmée. D'un autre côté, peut-être que les créateurs ont eux-mêmes laissé des canaux de communication ou des œufs de Pâques à notre disposition. Certains suggèrent que certaines constantes mathématiques ou physiques pourraient contenir un message codé. Par exemple, un message du programmeur pourrait être chiffré dans les décimales du nombre pi. L'astronome renommé Carl Sagan a exploré cette idée dans son roman Contact. Cependant, à ce jour, aucune anomalie de ce type n'a été découverte dans les constantes fondamentales. Une autre possibilité serait de tenter de surcharger le système volontairement. Si nous parvenons à créer, dans les accélérateurs de particules ou via des phénomènes astrophysiques, des conditions nécessitant des calculs extrêmes de la part de la simulation, cela pourrait provoquer un bug ou attirer l'attention de l'administrateur système qui la gère. C'est une stratégie risquée, car elle pourrait aussi entraîner le figement ou le redémarrage complet du système. D'autres encore suggèrent que les illuminations mystiques, les révélations religieuses ou les états de conscience modifiés pourraient être une forme de contact avec un niveau de réalité supérieur. Peut-être qu'à ces instants précis, notre cerveau simulé accède brièvement à des informations provenant de l'extérieur. Mais cela, bien entendu, sort du champ d'application de la méthode scientifique. Il y a aussi la question inverse. Est-ce que les développeurs souhaitent que nous les contactions? Si nous faisons partie d'une expérience scientifique, notre prise de conscience de notre nature pourrait contaminer les données. Dans ce cas, les créateurs pourraient activement entraver nos tentatives de contact, peut-être même en manipulant la réalité pour nous cacher la vérité. En définitive, nous ressemblons aux habitants d'une île isolée qui aperçoivent des avions voler très haut dans le ciel, mais qui n'ont absolument aucun moyen de comprendre de quoi il s'agit, ni comment entrer en contact avec eux. Un des plus grands mystères de la cosmologie contemporaine, c'est ce qu'on appelle le problème du réglage fin de l'univers. Son essence est la suivante. Les constantes physiques fondamentales, celles qui dictent la structure et l'évolution de notre monde, possèdent des valeurs qui semblent avoir été ajustées avec une précision incroyable pour permettre l'émergence de structures complexes comme les étoiles, les planètes et, finalement, la vie. Si, par exemple, la force de gravité était ne serait-ce qu'une fraction de pourcent plus forte, les étoiles se consumeraient bien plus rapidement, ne laissant pas le temps à la vie d'évoluer sur leur planète. Si elle était légèrement plus faible, les étoiles et les galaxies n'auraient tout simplement pas pu se former. Si l'interaction nucléaire forte avait été un tant soit peu différente, l'univers ne contiendrait rien d'autre que de l'hydrogène. De même, si le rapport entre les masses du proton et du neutron avait varié, les atomes stables n'existeraient pas.
La liste de ces coïncidences heureuses est extrêmement longue. Il semble que l'univers soit suspendu sur le fil du rasoir. La moindre variation de ses paramètres fondamentaux l'aurait rendu absolument stérile et sans vie. Comment expliquer cet étonnant réglage fin? Il existe plusieurs approches principales. L'approche religieuse parle de dessein divin. Dieu aurait spécifiquement créé l'univers avec des lois permettant l'émergence de la vie. L'approche scientifique, connue sous le nom de principe anthropique, postule l'existence d'un multivers, une vaste collection d'univers, chacun régi par des lois physiques différentes. Nous existons, par nécessité, dans l'un de ces rares univers où les conditions étaient propices, tout simplement parce que dans les autres univers, aucun observateur n'aurait pu apparaître. L'hypothèse de la simulation propose une troisième explication, à la fois simple et élégante. Si notre univers est une simulation, ses paramètres ne sont pas le fruit du hasard. Ils auraient été définis de manière délibérée par les programmeurs. C'est comparable à la façon dont un développeur de jeux vidéo ajuste les paramètres du moteur, la force de gravité, le frottement, la vitesse des personnages pour rendre le jeu intéressant et jouable. Les créateurs de notre simulation ont peut-être cherché à concevoir un monde où la vie et la conscience pourraient émerger. Ils auraient pu tester différentes valeurs de constante au cours de multiples exécutions d'essais jusqu'à ce qu'ils trouvent la combinaison menant au résultat désiré. Dans ce cas, le problème du réglage fin disparaît tout simplement. L'univers est réglé pour la vie parce qu'il a été conçu pour l'être. C'est l'un des arguments indirects les plus puissants en faveur de l'hypothèse de la simulation, car elle transforme une coïncidence improbable en le résultat d'une conception intentionnelle. La perspective que l'intégralité de notre réalité, l'ensemble de nos accomplissements et toute l'histoire humaine puissent s'évanouir en un clin d'œil, au gré d'une simple fantaisie, est sans doute l'aspect le plus angoissant de l'hypothèse de la simulation. Et si, tout simplement, on éteignait la simulation? Quelles pourraient être les raisons d'une telle apocalypse? La première raison, et la plus évidente, est la fin de l'expérience. Si notre simulation a été lancée dans un but scientifique précis, par exemple, suivre l'évolution de la vie jusqu'à une certaine étape clé, une fois cet objectif atteint, le programme pourrait être tout simplement arrêté et les données archivées pour analyse. Pour nous, cela se traduirait par une cessation d'existence soudaine et absolue, sans le moindre avertissement. La deuxième raison concerne l'épuisement des ressources. Toute simulation consomme de l'énergie et nécessite une puissance de calcul colossale. Il se pourrait qu'un cataclysme ou une crise survienne dans la réalité de base, obligeant la civilisation des créateurs à désactiver tous les projets secondaires, y compris le nôtre, afin de conserver leurs ressources pour leur propre survie. Ou alors, notre projet pourrait simplement s'avérer trop coûteux ou inefficace, et on déciderait de l'abandonner. La troisième cause est l'obsolescence du matériel ou du logiciel. Nous passons notre temps à mettre à jour nos propres ordinateurs et systèmes d'exploitation. Peut-être que le supercalculateur sur lequel nous fonctionnons deviendra obsolète, et les créateurs décideront de migrer leurs travaux vers une plateforme plus moderne. Si notre simulation s'avère incompatible avec ce nouveau hardware, il sera plus simple de la supprimer que de l'adapter. La quatrième raison, c'est nous. Il est possible que notre évolution prenne une tournure jugée dangereuse ou indésirable par nos créateurs. Par exemple, si nous parvenons à développer une intelligence artificielle super intelligente qui leur est propre, cela pourrait être perçu comme une menace à la stabilité de la simulation, voire à la réalité de base elle-même. Dans ce scénario, les créateurs pourraient recourir à un arrêt d'urgence. Ou bien, nous pourrions simplement devenir ennuyeux. Si la simulation a été conçue comme un divertissement et que notre développement stagne ou devient trop prévisible, les joueurs pourraient se lasser et décider de lancer une nouvelle partie.
Cette menace existentielle est différente de toutes celles auxquelles nous sommes habitués, qu'il s'agisse de la guerre nucléaire, de la chute d'un astéroïde ou du changement climatique. Il ne s'agit pas de notre annihilation physique à l'intérieur de ce monde, mais de la destruction de notre monde lui-même, du substrat même de notre réalité. Et face à cela, nous sommes absolument impuissants. Nous arrivons maintenant à la question finale et, peut-être, la plus cruciale. Admettons que nous vivions dans une simulation. Et alors ? Comment cette connaissance, ou même cette simple suspicion, devrait-elle impacter notre quotidien ? Devrions-nous changer notre comportement, nos objectifs et nos valeurs ? À première vue, on pourrait penser que rien ne devrait changer. Que la réalité soit de base ou simulée, nos expériences subjectives, la douleur, la joie, l'amour, la peur, demeurent absolument réelles pour nous. Un mal de tête est aussi désagréable qu'il résulte de l'interaction de neurones réels ou de neurones simulés. La joie de partager des moments avec nos proches conserve la même valeur, même si ces proches ne sont que des constructions logicielles complexes. Les lois de notre monde, qu'elles soient physiques ou programmatiques, continuent d'agir et nous sommes obligés de nous y soumettre. Comme le dit un personnage de la série Westworld, si on ne peut faire la différence, quelle importance cela a-t-il ? De ce point de vue, nous devrions simplement continuer à vivre comme avant, en visant le bonheur, la connaissance, l'épanouissement personnel et la construction d'une meilleure société au sein de notre propre simulation. Cependant, le philosophe Nick Bostrom, l'auteur de cette hypothèse, propose une perspective légèrement différente. Il estime que si nous prenons cette idée au sérieux, elle nous impose une certaine responsabilité morale. Par exemple, nous devrions nous efforcer de créer nous-mêmes des simulations éthiques à l'avenir, car cela augmente la probabilité que notre propre simulation soit également gérée par des créateurs éthiques. Il suggère également, sur un ton plus léger, de rendre notre vie plus intéressante pour les observateurs externes, afin qu'ils ne perdent pas leur intérêt et ne coupent pas le programme. Cela pourrait impliquer d'encourager la créativité, la science, les grandes réalisations et même une certaine dose de chaos salutaire. Un autre aspect concerne la quête de sens. Si notre vie ne possède pas de signification cosmique intrinsèque, alors nous sommes libres de la créer nous-mêmes. Le sens pourrait alors résider dans le « je » lui-même, explorer les règles de notre monde, tenter de le comprendre à son niveau le plus profond et apprécier sa beauté et sa complexité. Peut-être que le but ultime de notre existence est de prendre conscience de la nature de notre prison et, à défaut de s'en échapper, de l'étudier dans ses moindres détails. En fin de compte, l'hypothèse de la simulation ne doit pas nécessairement mener au nihilisme. Elle peut, au contraire, donner à notre vie une nouvelle dimension, presque ludique, et la remplir de curiosité et d'émerveillement. Elle nous rappelle de ne pas prendre la réalité pour acquise et que derrière le voile familier de la vie quotidienne pourraient bien se cacher les mystères les plus incroyables. Nous voici arrivés au terme de notre long voyage à travers l'hypothèse de la simulation. Nous avons vu comment cette idée, bien qu'elle ait pris racine dans les profondeurs de la philosophie, a trouvé un nouveau souffle à l'ère du numérique. Nous avons décortiqué l'argument de la trilemme de Nick Bostrom qui, d'un point de vue statistique, nous pousse à envisager que nous ne sommes probablement pas dans la réalité fondamentale. Nous nous sommes plongés dans le monde étrange de la mécanique quantique et avons observé à quel point l'effet de l'observateur et la nature discrète de l'espace-temps rappellent l'optimisation et la pixelisation typiques des systèmes informatiques. Nous avons évoqué les lois de la physique comme étant un code logiciel, le paradoxe de Fermi comme la réticence des développeurs à créer des personnages superflus, et le réglage fin de l'univers comme un signe de conception intentionnelle. Nous avons bien sûr abordé les contre-arguments sérieux. Le rasoir d'Occam nous exhorte à ne pas compliquer inutilement notre vision du monde,
tandis que le problème de la puissance de calcul remet en question la faisabilité technique d'une simulation aussi grandiose. Il est crucial de garder à l'esprit qu'à ce jour, l'hypothèse de la simulation demeure cela même, une hypothèse. C'est une expérience de pensée fascinante qui repousse les limites de notre imagination, mais ce n'est pas une théorie scientifique avérée. Nous n'avons aucune preuve directe que notre monde est artificiel, mais il faut admettre que, parallèlement, nous n'avons pas non plus la moindre preuve du contraire. Nous vivons dans cette incertitude étonnante qui nous force à nous poser sans cesse les questions les plus fondamentales. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Et qu'est-ce que la réalité? Je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi à réfléchir à l'un des mystères les plus profonds de l'existence. J'espère que cette présentation vous a donné matière à réflexion et vous a permis de vous détendre. Si ce voyage vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour ne manquer aucune future conférence et à partager cette vidéo avec ceux que cela pourrait intéresser. Maintenant, pour prolonger notre discussion dans les commentaires, j'aimerais vous poser une question. Imaginez que vous ayez la possibilité de poser une seule et unique question au créateur de notre simulation. Quelle serait-elle? Bonne nuit et faites de beaux rêves, même s'ils ne sont qu'une simulation à l'intérieur d'une autre simulation.